Manifestation du je Raymond Abellio. Aussi loin que remontent mes souvenirs, j'ai toujours su reconnaître les couleurs, le bleu, le rouge, le jaune, mon œil les voyait, j'en avais l'expérience latente. Certes mon œil ne s'interrogeait pas sur elles, et comment d'ailleurs eût-il pu poser des questions? Sa fonction est de voir, non de se voir en train de voir, mais mon cerveau lui-même était comme en sommeil, il n'était pas du tout l'œil de. Mais un simple prolongement de cet organe. Aussi disais-je seulement, et presque sans y penser, ceci est un beau rouge, un vert un peu éteint, un blanc brillant. Un jour, il y a quelques années, me promenant dans les vignes vaudoises qui surplombent en corniche le lac Léman et qui composent un des plus beaux sites du monde, si beau même et si vaste que le jeu, à force d'y être dilaté, s'y sent dissous et, brusquement, se ressaisit et s'exalte, un événement soudain et pour moi extraordinaire se produisit. L'ocre du versant abrupt, le bleu du lac, le violet des monts de Savoie et, au fond, les glaciers étincelants du Grand Combine, je les avais vus 100 fois. Je susse pour la première fois que je ne les avais jamais regardés. Je vivais là pourtant depuis 3 mois. Et ce paysage, certes, depuis le premier instant, manquait de me dissoudre, mais ce qui lui répondait en moi n'était qu'une exaltation confuse. Certes, le moi du philosophe est plus fort que tous les paysages. Le sentiment poignant de la beauté n'est qu'un ressaisissement, par le moi, qui s'en fortifie, de cette distance infinie qui nous sépare d'elle. Mais ce jour-là, brusquement, je susse que je niais moi-même ce paysage, qu'il n'était rien sans moi. C'est moi qui te vois, et qui me vois te voit, et qui, te voyant, te fait. Ce véritable cri intérieur est celui du démiurge lors de sa création du monde. Il n'est pas seulement suspension d'un ancien monde, mais projection d'un nouveau. Et dans l'instant, en effet, le monde fut recréé. Jamais je n'avais vu de pareilles couleurs. Elles étaient 100 fois plus intenses, plus nuancées, plus vivantes. Je susse que je venais d'acquérir le sens des couleurs, que j'étais revirginisé aux couleurs, que jamais jusque-là je n'avais réellement vu un tableau ou pénétré dans l'univers de la peinture. Mais je susse aussi que, par ce rappel à soi de ma conscience, par cette perception de ma perception, je tenais la clé de ce monde de la transfiguration qui n'est pas un arrière-monde mystérieux mais le vrai monde, celui dont la nature nous tient exilés. Rien de commun, certes, avec l'attention. La transfiguration est pleine, l'attention ne l'est pas. La transfiguration se connaît dans sa suffisance certaine, l'attention se tend vers une suffisance éventuelle. On ne peut dire, bien entendu, que l'attention est vide. Au contraire, elle est avide. Mais la vidité n'est pas la plénitude. Quand je rentrais au village, ce jour-là, les gens que je croisais étaient pour la plupart hâtifs à leur travail, ils me parurent cependant tous des somnambules. Le philosophe russe Ouspiensky, dans ses fragments d'un enseignement inconnu, raconte des expériences analogues, elles sont pour lui la base de toute transformation initiatique. C'est cette même transformation qui vise la connaissance yogique lorsqu'elle parle de la discrimination du spectateur ou du spectacle. Cette discrimination n'est pas naturelle, mais transcendantale. Raymond Abellio, Cahier du Cercle d'études métaphysiques, publication intérieure. Inédit, 1954.